Les rendez-vous GloryDev, animés par Laurent Coupeau. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast YouTube GloryDev, entreprise dans le numérique. Et aujourd'hui, je suis reçu par Morgane Labru, dans les locaux de l'agence BeNow. Je me suis rapproché de l'agence car cette dernière utilise des technologies novatrices comme l'intelligence artificielle. De plus, de nombreux projets de l'agence ont attiré mon attention. Morgane nous en parlera plus tard. BeNow est une agence de communication digitale qui travaille consciencieusement pour livrer des services de qualité. Un mélange de créativité, de passion et d'un peu de folie. C'est une agence qui est composée de 7 personnes, un chef de projet, 2 développeurs, 3 graphistes, plus la gérante. Je travaille et forme sur WordPress depuis de nombreuses années et ce qui pourrait, je pense, être très intéressant pour nos auditeurs, c'est de connaître les bonnes pratiques. Du coup, Morgane, quelles sont ces bonnes pratiques ? Il y a plusieurs bonnes ou mauvaises pratiques pour bien utiliser et un petit peu appréhender WordPress, qui sont plus ou moins techniques par ailleurs. C'est vrai que voilà, au niveau du développement ou de la manière de créer un projet, il y a plusieurs manières de faire sur WordPress. C'est vrai que nous, à l'agence, on part d'un thème underscore. Donc, c'est un thème qui est fait maison par nos graphistes en interne, donc, que tu peux voir et qui permet aussi aux développeurs d'avoir la main sur le code, d'adapter au mieux pour le référencement naturel, parce que pour nous, c'est ce qu'il y a de vraiment le plus important. Et ça permet aussi de ne pas dépendre de mises à jour éventuelles par rapport à d'autres thèmes qu'on peut acheter, parce qu'on part sur des thèmes qui sont bruts. On prend soin de bien choisir l'hébergement, parce que ça, c'est une des choses les plus importantes quand on crée un projet, surtout sur WordPress. On met en place un certificat SSL pour sécuriser notre site Internet. C'est vrai qu'on fait des sauvegardes du site régulièrement. Comme ça permet de ne pas perdre des données ou pas carrément perdre le site. Des fois, voilà, malheureusement, ça peut arriver. Bon, faut toucher du bois. On optimise aussi les performances des médias. On allège bien les photos, on s'assure que les vidéos ne soient pas trop lourdes, que ce ne soit pas trop gourmand pour les moteurs de recherche, enfin pour le site internet. Et on prépare bien le référencement naturel, donc la partie SEO. J'ai eu l'occasion de développer sur WordPress. Euh, Souvent, on se pose la question, mais si je fais des mises à jour, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un système qui permet justement de protéger ces mises à jour. Si vous codez par exemple sur WordPress en brut, vous risquez d'écraser évidemment votre code. Et, euh, et Morgane va vous expliquer clairement ce qu'est un thème enfant justement, qui peut pallier à ce problème. Donc oui, donc en fait le thème enfant, c'est quand on a déjà un site internet avec un thème qu'on a soit acheté donc sur certains sites qui en vendent, ou alors qu'on télécharge sur un répertoire de thèmes, surtout sur WordPress. Et on souhaite apporter des modifications, donc ou alors des mises à jour. Et parce qu'on se dit, tiens, niveau fonctionnalité, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Donc plutôt que de passer par une extension de personnalisation qui souvent n'est pas trop prévue dans certains thèmes, ou alors de passer sur un nouveau thème, nouveau site internet, on va créer en fait ce fameux thème enfant qui est donc au thème qu'on a déjà, qui s'appelle du coup thème parent. Donc ça va permettre d'avoir un thème qui est plus adapté à ce qu'on souhaite. Et après, bon, et qui va aussi, on va pouvoir faire ces mises à jour-là. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention, surtout au niveau des plugins, parce que des fois, au niveau de l'adaptation, voilà, c'est juste la petite mise en garde que je veux mettre parce qu'on a des fois des thèmes avec beaucoup de plugins. Donc voilà, faire attention avec les thèmes enfants de bien respecter tout ça. Mais sinon, c'est vrai que ça permet d'aller un petit peu plus loin, de faire des nouvelles choses, surtout au niveau du design, qui sont pas forcément sur le thème initial qu'on a ou qu'on a acheté ou qu'on a actuellement en ligne. Après, voilà, je pense que c'est bon. On peut constater que certains sites affichent du contenu mixte. Le contenu mixte, c'est le fait de ne pas avoir tous ces fichiers sécurisés. Morgane, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs l'importance d'enlever ce contenu mixte? Quel est l'impact sur le site et comment remédier à cela? Donc le contenu mixte, c'est vrai qu'il affecte pas mal de choses sur les sites internet. Déjà, ça va affecter la sécurité.
le référencement, l'expérience utilisateur et pas mal d'autres choses. Donc il faut vraiment faire attention, de ne pas avoir de contenu mixte sur son site, surtout aujourd'hui. Ça peut vraiment causer des problèmes à vos sites. C'est vrai que le contenu mixte, hein, il peut nuire un petit peu aux performances du site parce qu'on passe d'une connexion qu'on appelle, en code crypté, donc HTTPS, à une connexion non cryptée qu'on appelle HTTP. Donc, c'est vrai qu'on peut voir en haut sur la barre d'URL, pardon, un petit cadenas vert. Donc ça veut dire qu'on est en HTTPS et si on n'a pas ce petit cadenas vert et qu'il est gris et ouvert, on est en HTTP. Depuis quelque temps, on voit que Google change son algorithme et ses mises à jour et il commence à bloquer les contenus mixtes. Donc si vous avez des pages qui sont en HTTP encore, vous allez avoir un mauvais référencement et Google ne va pas vous faire remonter dans les moteurs de recherche. Enfin, dans son moteur de recherche et sur les pages. Donc pour éviter que votre site soit pénalisé, déjà il faut commencer, la première chose à passer en HTTPS toutes vos pages. Comme Morgan vous l'a expliqué, le certificat SSL favorise le référencement, mais pas que. Et Morgan va donc vous expliquer qu'est-ce qu'un certificat SSL. Est-ce qu'il en existe des gratuits? Est-ce que cela suffit pour des boutiques en ligne? Vous savez qu'aujourd'hui, le click and collect, c'est la mode avec ce confinement. Et donc, par conséquent, il est important de savoir, en fait, si, si ce certificat peut vous suffire, tout simplement. Donc, Morgane, Oui, c'est exactement ça. C'est un certificat, qui est numérique, hein, qu'on associe à son nom de domaine ou à une URL. C'est vrai que ça permet surtout d'établir avec certitude, hein, le lien entre le site internet et le propriétaire, donc une entreprise, hein, des marchands ou des individus. Ça permet aussi de sécuriser les échanges électroniques avec les utilisateurs. Donc en fait, on laisse, en toute sécurité et confiance, ses numéros de carte bancaire, par exemple, ça on connaît, hein, on le voit quand on paye en ligne et aussi ses informations personnelles, surtout par rapport aux formulaires, les demandes de devis ou un petit peu tout ce qui peut être, formulaires, diverses. Alors pour Google, la sécurisation du domaine, c'est désormais un des critères de son nouveau algorithme et de classement. Donc c'est très important pour le référencement, d'avoir un certificat SSL et il est donné donc gratuitement, quand on choisit son hébergement. Alors il faut faire attention parce que tous les hébergements, ne proposent pas un certificat SSL. Des fois, on veut passer par un hébergement qui est pas très cher et après ça dépend le site internet qu'on a, hein, mais faut bien vérifier par rapport à l'hébergement, le certificat SSL, mais normalement, il est donné, gratuitement. Ça se met en place très facilement. Il y a juste un bouton marqué «Générer mon certificat SSL». Et on a toutes les étapes en plus en vidéo chez certains hébergeurs. Donc c'est assez adapté et assez facile à mettre en place. d'accord. Donc, du coup, pour une boutique en ligne, est-ce que le gratuit suffit? Oui, franchement, en ce moment, ça peut suffire. Après, faut faire attention à l'hébergement qu'on prend. Moi, je dirais faire plus attention à ce qu'on prend comme hébergement parce que ça peut suffire. On a des derniers hébergements que nous, on utilise en ligne qui en donnent et qui sont très adaptés, qui sont même très performants. Après, voilà, il y a certains hébergements qui en proposent un ou alors qu'ils le vendent. Donc, dans ce cas-là, du coup, c'est plus du tout le même prix pour l'hébergement. Donc, ça, faut faire attention. Mais après, oui, ça peut suffire. Oui, oui. Après, ça dépend du projet. C'est comme tout, hein. Dès qu'on commence à dépasser ou aller vraiment très loin en côté avec 100 000 enfin, même plus que 100 000 produits, mais quand on commence à vraiment avoir des choses qui explosent, il faut s'adapter. Donc, voilà. Morgane, on parle souvent de nombreux CMS qui existent comme Joomla, Drupal, PrestaShop, Magento, WordPress. Quelles sont d'abord, dans un premier temps, les différences entre ces CMS, ces gestionnaires de contenu? Ensuite, euh, quel est vraiment le grand atout de WordPress pour que les auditeurs puissent savoir en fait pourquoi ils choisissent WordPress? Qu'est-ce qui a permis en fait à l'agence de se décider sur un CMS? Pourquoi vous avez choisi WordPress? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs différences entre tous les CMS. Donc ça va dépendre surtout de la stratégie, que le client, souhaite mettre en place. Qu'est-ce que le client vraiment attend de son site internet? Est-ce qu'il veut,
plus passer sur un site qui est vitrine pour présenter son entreprise, ses services, ou est-ce qu'il est plus sur un site e-commerce, donc pour vendre des produits? Mais pareil, combien il doit vendre de produits? Est-ce que il a une centaine de produits, une vingtaine de produits? Est-ce qu'il en a 10 000, 5 000? En fait, tout ça va dépendre et c'est là qu'on va choisir vraiment le CMS qu'on utilise. Et puis ça va aussi dépendre du budget et de la complexité du site, des fonctionnalités. Nous, on utilise WordPress, donc pas tout le temps dans tous les cas. On utilise surtout WordPress pour les sites vitrines et on installe WooCommerce pour la partie si on veut passer sur un site e-commerce, mais quand on n'a pas beaucoup de produits. Si on a vraiment beaucoup de produits, là, on passe sur un PrestaShop. Pareil, si on a vraiment beaucoup on veut un site internet très complexe, avec beaucoup de fonctionnalités, des choses très assez dures ou vraiment un niveau de complexité assez élevé ou un niveau de sécurité très élevé, on utilise d'autres CMS comme Drupal. Voilà, ça va vraiment dépendre de la stratégie qu'on veut mettre en place avec le client. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un entretien avec lui pour vraiment définir un petit peu sa stratégie et son projet web. Donc nous, WordPress, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il présente beaucoup d'avantages. Il est facile et très rapide à installer déjà, donc ça c'est un point qui est pas négligeable. Donc pourquoi c'est pas négligeable? Parce que ça va réduire les coûts de développement. Donc c'est vrai que quand on a un budget qui n'est pas excessif, on peut passer par WordPress pour ça, donc pour cette partie-là. C'est un CMS qui est aussi très agréable en termes d'ergonomie. Donc, par exemple, pour les personnes qui vont administrer le site internet après, donc pour les utilisateurs, pour nos clients, ils vont pouvoir s'adapter assez rapidement à ce nouvel environnement. Ils vont pouvoir ajouter, supprimer, modifier des pages très facilement. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est comme un traitement de texte en fait. Et puis, donc tout est bien configuré. Donc, toute cette partie-là n'est plus à développer, elle est déjà préfaite et très bien faite d'ailleurs. Donc, pour nous, au niveau de l'administration et pour la formation des clients, c'est génial. C'est aussi le CMS qui est le plus utilisé au monde, donc par rapport à la communauté qu'on peut avoir derrière de développeurs, c'est juste génial. Dès qu'on a une question, on a la réponse, j'ai envie de dire même en instantané, parce qu'il y a tellement de monde qu'on a des réponses très rapides. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui peut être intéressant? On peut créer des thèmes sur mesure et adapter, donc ça c'est génial. On peut, grâce aussi au thème enfant, si on a déjà un thème qui ne nous convient pas, le modifier assez facilement par rapport aux autres CMS. Il est libre de droit aussi, gratuit, donc ça permet à tout le monde d'y avoir accès et ça permet aussi à plusieurs développeurs de passer sur le même projet et de ne pas être perdus par rapport à d'autres CMS qui sont des fois un peu plus complexes à appréhender. Ce qui est génial, c'est qu'il est conçu pour le référencement naturel, pour avoir un référencement naturel optimal. Donc bien évidemment, il faut respecter toutes les règles SEO, mais si on les respecte bien, les règles de base, qu'on fait bien les choses, le référencement naturel coule de source, j'ai envie de dire, avec WordPress. Il se permet aussi de se connecter à beaucoup d'interfaces API. Donc ça, c'est juste génial, parce que des fois, on a beaucoup de clients qui ont des logiciels métiers, des ERP, et pour l'interconnexion, c'est très facile à mettre en place. Un petit peu comme PrestaShop pour la partie e-commerce. C'est deux CMS qui sont très utilisés, donc les logiciels métiers s'ouvrent et créent des passerelles qui sont déjà préfaites. On a juste à les interconnecter. On a besoin de quelques heures de développement et c'est terminé. Donc pour nos clients, on peut leur proposer de connecter leur logiciel à leur site internet et d'utiliser en fait un seul outil, de ne pas passer avec plusieurs logiciels. Ils ont plus que leur site internet ou leur logiciel et tout se fait automatiquement. Donc ça, c'est top avec WordPress pour les systèmes tiers, donc d'interconnexion avec les logiciels métiers. Et après, pareil, au niveau des passerelles de paiement, les interconnexions se font très facilement, très rapidement. On a très peu de problèmes ou alors on a des réponses qui sont assez rapides. Et généralement, le problème ne vient pas de WordPress, mais vient des logiciels métiers. L'utilisation du CDN est une pratique qu'on utilise énormément quand on développe. Et vous allez comprendre pourquoi grâce à Morgane. Donc les CDN, ce sont des ensembles de serveurs qui sont situés à des emplacements différents, donc des fois, parfois même dans le monde entier, et mis en réseau en fait via Internet.
il joue vraiment un rôle très important. Donc ça, c'est vraiment ça le rôle des CDN dans la vitesse de chargement des pages donc via nos supports, donc ordinateur, tablette ou mobile. Ils assurent en fait la bonne diffusion des contenus web. Donc, plus on sait que les vitesses de chargement des pages sont rapides, et on sait que plus Google est friand de cela et fait remonter naturellement notre site internet et nos pages sur son moteur de recherche. Aujourd'hui, on parle énormément de l'UI UX, de l'expérience utilisateur. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, il va falloir s'en tenir à l'essentiel. L'UX UI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela permet, Morgane? Donc oui, c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc l'UX, UI, en français, UX, expérience utilisateur, donc user experience, et UI, interface utilisateur, donc user interface. C'est vrai qu'on confond souvent les deux, on les mélange, on se dit que ces deux petits mots, ça sort d'une équation mathématique. Non, pas du tout. Pour nous, l'UI, UX, c'est essentiel dans la conception des sites internet. Il ne faut pas les oublier, et nous, on les met vraiment au cœur de nos projets. On les a toujours en tête et on les aborde tout le temps. Ça permet en fait de bien s'adapter aux attentes des utilisateurs. Donc, il faut vraiment que l'utilisateur soit au cœur du projet avant les demandes, parfois du client. Il faut vraiment faire comprendre à nos clients que le site internet s'adresse en priorité à l'utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur recherche? Comment il a envie de rechercher son information et comment nous, on peut lui donner ces informations très rapidement. Donc, c'est vraiment ça, en fait, l'UX. Moi, j'aime beaucoup une infographie de Manus Rivend qui résume et qui explique en 6 étapes qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur, donc l'UX. Donc, je vais donner les 6 étapes. La première, c'est le site doit être facile à trouver. Donc, c'est vrai que ça nécessite déjà un vrai travail de référencement en amont. Il doit être accessible. C'est vrai que désormais, on conçoit des sites internet qui doivent être supportés par tous les terminaux et technologies, tous les supports, donc tout ce qui est mobile, tablette et l'ordinateur. Le design, il doit donner envie et confiance. Ça, c'est très important. Il faut être cohérent donc, dans les choix du graphisme et penser ergonomie. Avant de penser on en met partout, on veut faire des animations, etc. Il faut qu'il soit ergonomique et il faut qu'il soit esthétique, mais il faut aussi qu'il donne confiance. Il doit être facile à prendre en main, il faut qu'il soit intuitif et il faut qu'on s'y repère facilement. Ça, c'est très important. Il doit être crédible et conforme à l'image de la marque. Il ne faut pas que l'utilisateur se dise c'est bizarre, c'est pas l'entreprise que je connais, pourquoi ils ont mis autre chose. Voilà, ça doit vraiment rassurer les utilisateurs, il doit convaincre. Donc forcément, après, pour la phase de demande de devis, demande d'information et faciliter aussi l'achat. Il doit être efficace, donc on doit facilement trouver les réponses à ces questions. Et on doit éviter au maximum de mettre des erreurs dedans. Donc tout ce qui est les pages 404, les erreurs de redirection. On doit faire 40 clics pour arriver à la page qu'on avait envie d'aller. Tout ça, il faut que ce soit très lisse, très lisible. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des maquettes, il ne faut pas hésiter à faire des dessins, il ne faut pas hésiter à faire des wireframes comme on appelle. Donc, c'est des petites maquettes. Il ne faut pas hésiter à le faire valider donc, par des faux utilisateurs ou même au sein de notre propre équipe, on fait valider toutes ces étapes pour qu'on soit sûr d'avoir la meilleure expérience utilisateur possible. Lui, il intervient plusieurs fois dans ce processus. Donc, il s'agit effectivement donc, de proposer une jolie enveloppe, de créer un joli design autour de toutes ces fonctionnalités, justement pour appuyer cette confiance et que l'utilisateur arrive à son but final. Et que donc ça va aussi favoriser, le client aussi va être content parce que si l'utilisateur arrive à son but final, le client, notre client, va aussi être content que ces actions puissent être mises en place. Morgane, alors au niveau de tes projets, je sais que WordPress, c'est un système très polyvalent. C'est un système qui permet d'intégrer un certain nombre de technologies. Actuellement, on ne fait que parler de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, etc.
mais j'ai cru comprendre que tu travaillais sur un projet très intéressant concernant l'IA. Tu pourrais nous en dire plus? Bien sûr, donc c'est vrai que WordPress a ses limites. Malheureusement, on ne peut pas tout intégrer. Bon, peut-être que ça viendra un jour, mais par rapport à ces nouvelles technologies, nous, on utilise plutôt des frameworks et on travaille surtout sur un projet en ce moment qui mêle l'IA et un outil métier. Donc, en fait, on a une problématique. Donc, avec un concessionnaire automobile, donc un concessionnaire Mercedes, qui souhaite en fait prendre une photo des véhicules. En fait, c'est plutôt pour les vendeurs, pour que les vendeurs prennent les véhicules d'occasion et que ça se détourne automatiquement. Et donc, l'IA permet ça aujourd'hui. Elle permet, on prend une photo, donc évidemment, il faut mettre un cadre bien défini, mais pour le vendeur, il a son application mobile, il démarre son application mobile, on lui donne les étapes à suivre, donc il prend le véhicule de face, de 3/4, de dos, etc., l'intérieur. Et ça envoie, donc ces photos sont envoyées. L'IA détourne automatiquement les photos, met le fond qu'on a envie, donc ça c'est juste génial. Et ensuite, elle le lie directement au site internet. Donc en quelques clics, en fait, un vendeur peut prendre des photos d'un véhicule d'occasion en quelques étapes. Ça publie sur le site internet. Toutes les photos sont uniformes, donc ça permet aussi, on parlait du UX, mais là ça permet vraiment une vraie homogénéité avec tous les véhicules, puisque tous les véhicules sont mis en fait sur avec un même fond. Donc l'utilisateur ne se perd pas et ne voit que la voiture. Il y a vraiment, c'est le véhicule, le produit qui est vraiment mis en avant sur un fond uni. La création de site, c'est comme une maison à construire. Il y a pas mal d'étapes. Et nos auditeurs se posent peut-être la question s'ils font appel à une agence digitale, comme par exemple Agence Binao, pourquoi pas, ils peuvent se poser un certain nombre de questions. Quelles sont les démarches, quels sont les documents à transmettre à l'agence de façon à ce qu'elle puisse effectuer son travail dans de bonnes conditions? Donc ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de démarches pour faire un site internet. Ça se fait pas en une semaine. Ça demande des fois quelques mois de la de la demande d'un projet à la mise en ligne. Il y a plusieurs étapes. Nous, la première chose déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on voit notre client donc lors d'un rendez-vous physique ou en visio maintenant, pour bien définir en fait sa stratégie et son projet web. Parce que si on analyse bien ses besoins, qu'on lui pose les bonnes questions et qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il veut faire de son site internet, là on pourra vraiment mieux l'amener vers son projet. Donc il y a plusieurs questions déjà on peut se poser ou que vous pouvez réfléchir. Déjà, à quoi va servir votre site internet? Est-ce que c'est pour présenter votre entreprise, pour présenter vos services? Est-ce que c'est à qui va être destiné? Est-ce que ça va être à des utilisateurs des utilisateurs, ça va être des entreprises? Est-ce que c'est B2B, B2C? Est-ce que c'est pour les deux? Est-ce que vous voulez vendre des produits en ligne? Si oui, combien vous voulez en vendre? Parce qu'en fait, en fonction des produits qu'on va vendre sur un site, le CMS ou la technologie va changer. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser. Est-ce qu'on rédige les textes? Est-ce qu'on prend des photos? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on n'en a pas? Dans ce cas-là, si on en a, il va falloir les fournir au format HD. Si on n'en a pas, est-ce qu'il faut faire des prises de vue? Est-ce qu'il faut faire appel à un photographe? Il faut faire appel à un rédacteur? Pareil pour le référencement. Est-ce qu'on a déjà réfléchi au référencement ou pas? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités à mettre en place? Par exemple, on peut mettre en place sur un site internet certains peut-être des petits outils comme on peut calculer des financements. Est-ce qu'on veut mettre des demandes de devis un petit peu plus poussées, ou vraiment on met des photos, ou on choisit par exemple, je pense à l'immobilier. Est-ce que on veut acheter un immeuble, une maison, etc. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on peut réserver en ligne? Donc du coup, là, il faut penser derrière, est-ce qu'il faut faire le paiement? Est-ce qu'il y a des interconnexions avec des logiciels tiers? On en parlait tout à l'heure. Donc pareil, ça ne va pas être la même chose. Est-ce qu'il y a une deadline? Parce qu'il y a ça aussi souvent. Il y a des clients qui nous disent, oui, mais moi, je le veux pour hier. Donc du coup, c'est pas la même techno qu'on utilise et pas non plus le même budget. Est-ce qu'il y a un budget qui est prédéfini?
Est-ce qu'on y a pensé à ça? C'est bien aussi d'avoir une idée. Qu'est-ce qu'on veut investir dans son site? Est-ce qu'on veut investir beaucoup au début, pas beaucoup au début? Donc du coup, il faut derrière penser à si au début on veut commencer par quelque chose de simple, il y aura peut-être une V2 dans quelques temps. Donc c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, on peut le faire par étapes, être accompagné, c'est ce qu'on disait aussi. Donc c'est vrai que quand on a pensé déjà à tout ça, on peut créer un premier dossier de cadrage. Donc soit il est fait en amont par le client qui nous l'amène, et donc c'est un espèce de mini cahier des charges, mini idée, mini dossier de cadrage. Et nous après derrière, on va s'occuper d'aller un peu plus dans le technique et de fournir à notre client un vrai cahier des charges beaucoup plus détaillé, beaucoup plus spécifique, pour qu'il soit garanti d'avoir à la fin un site internet optimal et avec toutes ses envies qui soient intégrées à l'intérieur. Je tiens à remercier Morgane et toute l'équipe de l'agence Be Now pour leur accueil. Je vous donne dans l'interview quelques liens des projets de l'agence réalisés sous WordPress. À la prochaine!